Bonjour, bienvenue sur le cours en langage d'assembleur. Pour cette séance 3, nous allons parler de la structure du programme, c'est-à-dire comment nous allons en fait organiser notre code dans nos fichiers avec l'assembleur NASM, puisque c'est l'assembleur que j'ai choisi pour vous présenter en fait ce cours, tout simplement. Après, bien sûr, comme je vous l'ai rappelé précédemment, vous pourrez sans problème partir sur un autre assembleur, tester d'autres assembleurs, voilà, varier en fonction pour essayer d'autres outils, puisqu'il y en a plusieurs et qui proposent chacun un petit peu leur fonctionnalité. Mais ici on va se concentrer sur NASM et on va regarder un petit peu comment se structure un programme avec pour exemple un des codes précédents qu'on a vu dans la séance précédente. Comme ça on va pouvoir partir de ce dernier en tout cas pour commencer un petit peu à entrer plus dans le détail sur les différentes choses que j'ai pu écrire, que j'ai pu noter la dernière fois, et que vous puissiez commencer à comprendre un petit peu toutes ces lignes en fait de code qu'on avait dans nos fichiers. On va passer directement sur cet exemple. Donc je suis sur Windows, je suis pas ici, je suis sur Windows. J'ai repris le code source pour l'exemple fait pour une architecture en 64 bits, voilà tout simplement. Et je vais pouvoir comme ça vous détailler un petit peu l'ensemble de ce code. Alors ça, évidemment, au terme de cette vidéo, ça ne veut pas dire que vous comprendrez absolument tout ce que fait ce code. Enfin, maintenant vous le comprenez, parce que je vous ai expliqué la dernière fois ce à quoi il permettait, ce qu'il permettait de faire. Mais pour autant, vous n'avez pas dans le détail chacune des instructions, ce qu'elles font précisément, c'est encore un peu tôt. Mais pour autant, on va voir un petit peu comment s'organise ce code, d'accord? Tout est organisé d'une certaine manière, ce n'est pas mis n'importe comment au hasard, et il faut prendre tout cela en compte, parce que c'est ce qui vous permettra par la suite d'écrire vos propres codes, et c'est tout justement le sujet et le but de ce genre de formation. Alors première chose que nous allons voir ensemble, et qui est assez important, alors c'est d'ailleurs parce qu'on voit un petit peu ici, on remarque qu'il y a tout un ensemble ici d'informations que j'avais utilisées. Par exemple ici, j'avais dit que c'était pour préciser que nous allons faire du code pour une architecture 64 bits. On avait ici utilisé des fonctions de l'API Windows, donc ça je vous en ai parlé brièvement, donc même si vous ne les connaissiez pas, vous ne les connaissez pas, tout simplement, je vous ai commenté ça la dernière fois dans la séance 2. Et après on a tout un ensemble, ici on remarque qu'il y a quelques blocs que j'ai, on va dire, qui sont facilement visibles pour vous, puisque visuellement vous voyez que ici j'ai en fait une partie, une section. Ensuite ici on a une tabulation avant son contenu, une autre section, une tabulation aussi, et pareil une dernière section, et tout est dans une tabulation, donc fait partie de cet ensemble-là. On observe facilement des blocs et on peut comme ça identifier déjà tout un tas de parties, d'accord, donc de sections, d'où le terme ici, au niveau de ce programme. Donc en premier lieu, ce qu'on va retrouver principalement, en tout cas pour la partie on va dire minimale, ce n'est pas tellement ce que vous avez déjà dans ces premières lignes, ça c'est déjà des cas à part, mais ce sont notamment toutes ces lignes que nous avons ici. Je prends cet exemple-là, je prends cet exemple-là, et plus exactement, je prends ce que j'avais mis ici. Voilà. Toutes ces choses en fait qui au niveau de mon éditeur, alors ce sera peut-être différent bien sûr selon le vôtre, puisque ce n'est qu'un jeu de couleurs, un thème de couleurs, donc ce n'est pas... ça ne dépend pas on va dire du langage en lui-même, c'est plus du logiciel que vous utilisez. Ce sont tous ces termes en fait qui sont ici, moi en bleu clair, en bleu ciel, d'accord, tout ce que j'ai ici, tout simplement, toutes ces parties-là. Et on va retrouver grosso modo un peu le même format, si vous regardez un petit peu, on a ici à chaque fois un terme qui est employé, d'accord, et après on va retrouver un ensemble en tout cas d'autres termes qui suivent, soit un terme qui est isolé, qui est seul comme celui-là, par exemple, et sinon on retrouve un petit peu le même schéma ici, c'est-à-dire d'avoir un premier terme, une virgule et un second terme. Et on le revoit très souvent, c'est le cas pour toutes ces lignes-là, c'est le cas pour celle-ci, c'est le cas pour celle-ci, et on en a quelques-unes, et on remarque de toute façon, même sans rien connaître en langage d'assembleur, que par rapport au terme, on comprend que dès que ça commence par un call, a priori ici on n'a qu'une seule valeur qui est passée derrière. Dans le cas d'un mauve, on voit qu'on a un cas différent, add aussi, XOR, etc. Donc tout ça on le verra bien sûr par la suite, ce sera détaillé. Donc ceci, ce sont tout simplement nos instructions, d'accord? On va avoir un ensemble d'instructions et c'est finalement, là, on va dire, l'écriture la plus minimaliste qu'on va retrouver dans un code en langage d'assembleur. On va tout simplement indiquer une instruction par ligne, comme vous voyez ici, 16, 17, etc. Une instruction donc, qui possède bien sûr un nom, mais ça on verra par la suite un petit peu ce qui se cache derrière, d'accord, en termes de code et même en termes de langage machine. Vous verrez que c'est très très proche, puisqu'il s'agit de la transcription directe, d'accord, du langage machine, comme je vous l'avais dit, en introduction, ça j'en avais parlé, au niveau du langage assembleur. Et à partir de là, on indique des éléments qui permettent bien évidemment de dire que nous faisons-nous avec cette instruction. Voilà. Donc ici nous avons une instruction, et ici nous avons ce qu'on appelle des opérandes. D'ailleurs, on peut très bien avoir un opérande qui est isolé ici. Voilà. Donc ça suit une certaine syntaxe, d'accord, qu'on retrouve là. Je vous en avais parlé d'ailleurs en intro, rappelez-vous des syntaxes Intel, syntaxe AT-ET, vous avez expliqué un petit peu ce cas-là.
Et en gros, même si on reviendra de toute façon sur les instructions bien dans le détail par la suite, hein, c'est encore un petit peu tôt maintenant, on retrouve en gros ce format, hein, je vais vous donner un petit peu comment ça se présente, et on reviendra dessus de toute façon en détail par la suite. Donc on a notre instruction, ici on a en fait une valeur de destination, d'accord, donc il faut fonctionner en fait et voir les choses à l'envers, d'accord, ça c'est la destination de ce que va faire cette instruction, et ça c'est la source, d'accord, c'est inversé. Voilà. Alors dans d'autres syntaxes, hein, on peut avoir un autre cas, on va pas forcément gérer dans cet ordre-là, mais nous comme on travaille avec la syntaxe Intel ici, et on abordera de toute façon d'autres syntaxes, il n'y a pas de problème, on regardera d'autres codes, donc on aura très certainement affaire à d'autres syntaxes aussi, mais comprenez pour celle-ci, puisqu'on va se contenter, et en tout cas uniformiser un maximum ce que je vais vous montrer dans le cours, d'accord, pour que vous ne soyez pas perdu avec différentes syntaxes différentes, ça vous prendrez le temps si vous voulez vous amuser avec, quand vous aurez un petit peu plus d'expérience, mais en gros nous avons notre instruction, une valeur de destination, une valeur source, ou alors, comme dans le cas de cette instruction ici, on a simplement une seule opérande, d'accord? Tout simplement. D'ailleurs, je crois qu'on dit un opérande, oui c'est un opérande. Donc un opérande ici, et là on en a deux, et on observe à chaque fois un petit peu ce schéma. Alors là on a un cas un peu particulier, mais au final on a notre opérande là, et on a notre opérande ici également. Donc tout ça on reviendra, puisque ces instructions, c'est un petit peu tout ce que vous allez apprendre, hein, en grande partie sur ce cours. Donc bien évidemment on reviendra dans le détail sur cette instruction move, qu'est-ce que c'est que ce call, qu'est-ce que c'est que ce sub, etc., add, etc., etc., il y en a pas mal. Tout ce que je voulais vous compreniez en tout cas pour cette séance-là, c'est de voir un petit peu le format que ça suit par rapport à ça. D'accord, on a un ensemble d'instructions. Ce n'est pas tout. Ces instructions, si vous regardez un petit peu plus aussi dans le détail, on voit que cette instruction, enfin cet ensemble plutôt d'instructions, est précédé d'un symbole, ici qu'on avait, je vous avais indiqué aussi, c'était en fait utilisé par la suite pour l'édition de liens. En fait, nous avons ce qu'on appelle ici une étiquette, ou label en anglais, c'est le terme anglais, pour définir tout simplement une portée. C'est-à-dire qu'on a une partie de notre code qui est définie dans ce symbole-là, donc dans cette étiquette-là, main. Et d'ailleurs, ici, on aura ce qu'on appelle une directive, mais on en parlera un petit peu après, et de toute façon, on verra ça dans le détail aussi, qui nous permet ensuite d'être trouvé, d'accord? C'est-à-dire qu'on va faire une portée extérieure pour être trouvé par notre lieur, hein, LD, Golang, etc., pour pouvoir ensuite faire l'édition des liens une fois qu'on a assemblé notre programme. Voilà, donc en gros, si on veut reprendre un schéma, on va avoir, alors attention, ce que je note n'est pas du code, mais on va avoir une étiquette. Donc je vais le noter sous cette forme-là entre chevrons, d'accord. On remarque l'étiquette, dans bien des cas ici on voit que c'est suivi par 2 points, d'accord. Et après on va voir par exemple, alors ça peut être à la ligne ou autre, parce que vous verrez qu'en fait il n'y a pas de problème au niveau du formatage, d'accord. Je pourrais très bien mettre les lignes là, d'accord. Je pourrais faire ça, et ça poserait pas de problème. Après c'est à vous bien sûr de présenter votre code de la manière la plus lisible qui soit pour vous. Donc ça c'est à vous de voir, je ne vais pas vous donner de règles en particulier à suivre, hein. Il y a des règles par exemple où les gens mettent les étiquettes ici, donc après, voilà, là il y en a qui mettent les étiquettes au même niveau que là, et même les sections ils les mettent plutôt là. Donc ça franchement c'est selon vos préférences, c'est vous qui voyez, moi j'ai toujours pris l'habitude de faire ça comme ça, donc ce n'est pas un problème. On va voir ensuite des instructions, enfin une instruction, en l'occurrence ici, et après on va avoir un ou des opérandes, d'accord, je vais mettre ça comme ça, et voilà un petit peu le format qu'on va avoir et que vous allez retrouver très souvent, d'accord. L'étiquette c'est un cas à part, d'accord. Donc dans ce cas-là, main en fait c'est notre étiquette, et ensuite à la ligne, voilà, on retrouve un peu ce format si on veut. Et ça c'est répété un certain nombre de fois dans cette étiquette-là. Voilà un petit peu ce qu'on retrouve ici. Donc ça c'est quelque chose que vous allez retrouver très souvent dans ces programmes, et on le remarque un petit peu partout. D'ailleurs, ces exemples-là, ces parties-là, sont aussi des étiquettes. Le truc c'est que le 2 points ici n'est pas obligatoire, d'accord, c'est un élément à caractère facultatif. Autant on a beaucoup l'habitude de s'en servir ici, autant on s'en sert beaucoup moins là. Mais je peux sans problème faire ceci, ça ne posera pas de problème, d'accord. Pour indiquer que l'étiquette c'est message, et ensuite on a un certain nombre d'instructions. Alors on verra parce que ça ce sont des cas particuliers. C'est un cas, enfin en tout cas celui-là est un cas particulier. Mais après on va avoir comme ça des instructions, des opérandes, etc., etc. Avec plusieurs éléments sur lesquels nous allons pouvoir travailler. Donc ça c'est très important encore une fois, c'est pour ça que ce genre de détails arrive au début du cours, parce que c'est important de savoir sur quoi on travaille et comment on écrit les choses, avant même d'entrer dans le détail de comment ça fonctionne, et d'apprendre simplement après les différentes instructions et autres, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir au niveau de ce cours. Donc vous avez comme ça déjà un premier élément qui est assez important et qui est à connaître.
Alors ça, au niveau d'un nom par exemple d'étiquette, on va avoir des règles, c'est assez similaire à d'autres règles que vous avez en programmation généralement. Il ne faut pas que ça commence par exemple par un chiffre, d'accord, comme on le retrouve très souvent, et vous pouvez utiliser des caractères, donc caractères, comment dire, lettres majuscules, lettres minuscules, des nombres, d'accord, et on a aussi des caractères un peu particuliers, on peut utiliser ces caractères-là, ça, le point, voilà, c'est des cas à part. On a également le croisillon, donc des caractères un petit peu, là pour le coup, qui changent d'autres langages de programmation, mais qu'on peut utiliser pour une étiquette. Et après, si on veut, comme suffixe, on rajoute le fameux 2 points que je vous ai montré ici. On peut tout à fait faire ce genre de choses là. Vous avez dû remarquer aussi, rappelez-vous, on l'a fait pour notamment le lieur LD sur GNU Linux, où on faisait carrément précéder tout simplement notre étiquette par un underscore. On peut parfaitement le faire précéder avec cela. On verra qu'il y a des cas aussi, on peut faire précéder de ça, notamment quand on veut utiliser un mot réservé. Alors là pareil, vous ne connaissez pas actuellement, sauf bien sûr ceux qui ont déjà programmé dans ce langage, mais vous ne savez pas dans le détail ce que font ces lignes, mais vous comprenez que ça a priori c'est un mot réservé au niveau du langage d'assembleur, et on a des termes aussi qui ont l'air de l'être, en tout cas. Si venait l'idée, ce qui serait très bizarre, par exemple d'utiliser ce nom-là comme étiquette, d'accord, RCX, pour ne pas le confondre avec ce qu'on en verra plus tard ici, c'est un registre, d'accord, c'est un nom de registre, donc c'est une étiquette si on veut qui représente un registre, eh bien on pourrait tout à fait faire ceci. Voilà. Et en faisant précéder d'un $, on indique explicitement qu'il s'agit d'une étiquette et non pas du registre en question. Donc là, si je fais l'assemblage d'ailleurs, on pourrait peut-être assembler pour voir ce que ça donne, sauf que là évidemment, je veux enlever ce que j'ai mis, sinon ça ne marchera pas. On va pouvoir assembler le programme sans problème. Donc Win64, je l'ai renommé main ASM ici. Pourquoi j'avais l'N? Ah oui, d'accord. Voilà. Et ensuite un petit golink. Donc on va lui passer le fichier objet. Et entry, cette fois-ci, ce n'est pas main, d'accord, c'est RCX. Voilà. Rappelez-vous qu'au niveau d'ici du lieur, on va changer par rapport à ça. En fonction de celui qu'on a. Alors après sur LD, de toute façon il faut un cas, il a un nom qui est attendu en particulier. On peut éventuellement bien sûr le lier avec un autre nom, mais on a quand même un nom par défaut. Et ensuite kernel 32, parce que c'est la bibliothèque qu'on utilise. Et voilà, et là je fais un petit main.exe, et le programme s'exécute sans problème, d'accord? Alors qu'on utilise ici, pour le coup, comme nom d'étiquette, un nom de registre. Alors bien sûr, dans un cas, évitez de faire ça, hein, bien sûr, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment fonctionne ce genre de caractère sur une étiquette. C'est tout à fait valide, d'accord, en termes de code. Après, est-ce que c'est propre? Ça, c'est un autre débat. Ok, on va mettre ça comme ça, et maintenant vous savez un petit peu comment que ça se présente. Alors là, c'est à vous de voir, hein, au niveau des étiquettes, est-ce que vous voulez mettre un 2 points ou pas. Généralement, dans ces sections-là, ou ces segments, ce que vous verrez qu'on va en parler un petit peu, on les met pas toujours, d'accord. J'ai plus souvent vu des gens ne pas les mettre que dans des codes de les trouver. Par contre, après, quand on travaille sur texte, on les retrouve quand même assez souvent. Donc c'est vraiment, je peux très bien faire ça comme ça. Donc il n'y a pas de problème, c'est vous qui voyez. Je ne suis pas là pour vous imposer une écriture en particulier. Le but, et comme ce que je dis dans d'autres cours, c'est d'être cohérent du début à la fin. Si vous adoptez une certaine syntaxe dans votre code, ne changez pas en cours de route, ou surtout ne changez pas en plein milieu du même code. D'accord, dans le même code, d'avoir un coup les 2 points, un coup pas les 2 points. En tout cas, en fonction de l'endroit, bien sûr, vous pouvez le faire. Ça, c'est à vous de voir après comment vous gérez à ce niveau-là. Donc, vous vous organisez là-dessus, c'est vous qui voyez, c'est pas un problème. Donc voilà au niveau des étiquettes comment que ça va se passer. D'accord, on va pouvoir comme ça gérer un petit peu tous ces noms. Donc les instructions, je reviendrai dessus, parce que je vous dis, c'est toute la grosse partie, hein, on va parler de toute façon de ça dans le cours, vous allez apprendre ces instructions, ce qu'elles font, etc. Et puisque c'est justement toute l'essence même du langage d'assembleur. Donc c'est des choses qu'on verra bien plus tard, mais qu'on va voir de toute façon étalées sur l'ensemble du cours, donc pas de problème à ce niveau-là. Un petit peu avant, j'ai parlé de ces parties-là. Je vous avais dit qu'on voyait visuellement, très facilement, justement, un groupe de blocs. D'accord, on retrouve ici un bloc, qui d'ailleurs porte un nom qui s'appelle data, on a un bloc qui s'appelle BSS et un bloc qui s'appelle texte. Ça c'est pareil, on reviendra dessus plus tard, parce que ça concerne notamment les parties en mémoire. Et bien sûr, il y aura une vidéo dédiée là-dessus, parce qu'il y a beaucoup à en dire. Et d'ailleurs, pour ceux qui, au moment où je fais cette vidéo, avaient vu les premières vidéos du cours de hacking, j'avais déjà commencé un petit peu à parler justement de ces différents emplacements. Donc vous allez retrouver un petit peu tout ça sur la chaîne, sur une autre vidéo, mais on viendra bien sûr en détail sur toutes ces informations-là plus tard. Voilà, donc pour le moment on ne va pas en parler, on va passer à côté. Ce qui nous intéresse en tout cas, c'est ceci. Nous avons, donc outre ces étiquettes, c'est-à-dire ici une étiquette, une autre,
et des instructions avec leurs opérandes, d'accord, ce qu'on observe ici. Nous avons également ce qu'on appelle des directives. Directives, on a celle-ci, c'en est une. Externe, c'est une directive. Section, c'est une directive. Et global, c'est une directive aussi, d'accord. On va en retrouver plusieurs. Je vais pouvoir commencer à vous les présenter, les différentes, parce que c'est aussi le but là. Maintenant, bon, vous savez ce qu'est une directive, on en a parlé, maintenant il faut indiquer un petit peu à quoi elle sert. Celle-ci, bon, je vous en avais déjà parlé, d'accord, un petit peu à quoi elle servait. Moi je pars du principe qu'un code, plus il est explicite et moins il laisse de place, on va dire, au doute, et mieux c'est, d'accord. C'est-à-dire que cette directive, en soi, elle n'est pas obligatoire, d'accord. Moi par exemple, je suis sur une architecture en 64 bits, le système d'exploitation est en 64 bits, donc si j'assemble mon programme, en mettant rien du tout, il va être assemblé pour du 64 bits. Par contre, ce n'est pas explicite, et rien ne m'interdit, sur un système 64 bits, comme je vous l'ai dit, d'assembler pour du 32 bits. Donc, ce genre de directive existe justement pour explicitement, soit indiquer effectivement l'architecture qu'on a, c'est toujours pas plus mal, comme ça l'avantage, on n'a même pas besoin d'aller regarder le code, on comprend que dès cette première ligne, c'est du code pour une architecture 64 bits, voilà, on s'embête même pas avec ça, donc c'est explicite, ça ne laisse pas de place au doute, et on peut bien sûr revoir à la baisse, si on veut travailler sur des architectures inférieures, d'accord, éventuellement. Donc cette instruction existe, bien pratique, et moi je la mets habituellement aussi, comme ça, encore une fois, pas de problème, on sait sur quoi nous travaillons, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Externe, j'en ai déjà parlé assez rapidement, je crois qu'on en avait parlé un petit peu précédemment. Je vous avais dit qu'en fait c'était ici donc une directive qui va nous permettre d'aller récupérer un symbole, donc ça on appelle ça un symbole, d'accord, mais on verra un petit peu plus tard pourquoi, et on verra aussi en quoi ça consiste. Alors je vous ai expliqué que c'était des fonctions de l'API Windows dans ce cas précis, mais ces symboles n'appartiennent pas au langage d'assembleur directement, et encore moins donc à l'assembleur NASM, d'accord, c'est propre au système d'exploitation Windows, donc c'est vraiment quelque chose qui est extérieur ici à l'assembleur ou le langage d'assembleur. Donc comme on a besoin de ces fonctions, puisque vous voyez qu'après on fait a priori, ça maintenant vous le comprenez, des appels à ces fonctions, là si vous avez surtout déjà fait un peu de programmation, bon c'est pas quelque chose qui est nouveau pour vous, donc ça vous comprenez que ça fait appel à la fonction getStdHandle de l'API Windows, je pense que maintenant c'est plus trop un mystère pour vous, si vous avez déjà programmé au moins un jour, donc pas de problème à ce niveau là. Donc on va demander à les récupérer depuis l'extérieur, d'accord, sur une portée qui est extérieure, on va récupérer en fait ces symboles en les déclarant, d'accord. On déclare donc un symbole qui est extérieur, externe de notre programme, via ce genre de directive là. Voilà. Plus tard d'ailleurs on verra, alors je sais pas comment, est-ce que je vous le présenterai dans le cours, est-ce que je vais le présenter sous forme de tuto, donc ça c'est à vous de voir, vous verrez de toute façon si ça faisait partie des séances du cours, ou si c'est en annexe dans les tutos, mais on verra qu'on pourra aussi utiliser, mettons, et ça concerne les gens qui ont déjà programmé par exemple en C, de faire ceci, et de récupérer par exemple la fonction printf qu'on a en langage C. Et vous pourriez parfaitement faire un appel à printf dans un programme en langage d'assembleur. Ça fonctionnerait tout à fait aussi. Voilà, on peut faire ce genre de choses. Donc c'est une directive bien pratique, et vous avez vu que sur Windows on l'a utilisé quand même dès le départ, voilà, pour pouvoir travailler avec l'API Windows, puisque c'est quelque chose justement qui est externe. Donc c'était important de pouvoir le faire. Voilà, au niveau de ce terme-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a ce petit global, alors ça j'en avais parlé aussi précédemment, où j'avais dit qu'en gros c'était simplement pour pouvoir en fait... Alors j'ai peut-être pas dit le terme dans le détail, parce que c'est vrai que je vous avais juste commenté un petit peu ce que je faisais dans le code de la séance précédente, mais là pour être plus précis, on va tout simplement cette fois-ci exporter le symbole, donc cette étiquette, main, donc l'exporter pour pouvoir en fait la rendre, si vous voulez, accessible, d'accord, au niveau de sa portée, à l'extérieur. Et c'est grâce à cela justement qu'on peut ici faire l'édition de lien avec GoLink. Sans cet export finalement de notre étiquette, on ne pourrait tout simplement pas, ici, d'ailleurs il faudra que je change le nom ici, maintenant que j'ai remis main, oula, voilà, pourquoi je mets amine, très bien, c'est pas pareil, voilà, alors d'ailleurs warning, c'est parce que was not found, ah oui c'est normal, je n'ai pas réassemblé le programme, c'est logique. Voilà. Donc c'est grâce à cela que nous pouvons passer par l'édition des liens. D'accord ? On a exporté depuis notre code cette entrée-là, ce symbole-là, et automatiquement, on peut être trouvé par notre éditeur de liens, et on peut parfaitement faire l'édition de liens pour obtenir notre programme final. D'accord ? Donc petite directive, mine de rien, qui est très utile, et qu'on utilise aussi dès le départ, et assez rapidement, dans un programme. Et enfin, on va terminer pour une partie très importante, ce sont ces différentes sections.
d'accord, et ces sections auraient pu également être appelées segments. Donc c'est deux valeurs, hein. D'accord, c'est un synonyme, un segment de section, donc peu importe. Là pareil, bon, évitez de mélanger les deux, hein, mettez pas un coup segment et un coup section, essayez de choisir l'un ou l'autre, et de garder toujours le même nom, le même nommage. Donc ça c'est pour avoir quelque chose de cohérent au maximum. Même si bon là vous voyez que l'éditeur, bon un coup data il le met en bleu, puis ça il le met pas en bleu, donc bon, il sait pas trop, mais c'est parce qu'il galère un petit peu. Mais on avait vu d'ailleurs sur Linux, hein, sur nos Linux, avec les mêmes paramètres, le même éditeur, on n'avait pas la même corrélation syntaxique. Bon, bref, peu importe, de toute façon c'est pas le plus important. Tout ça pour dire que nous avons ici des directives, pardon, et bien pour avoir nos différentes sections. Donc là je peux pas vous en dire davantage, puisque il faudra que je vous explique plus tard, enfin, vous allez apprendre ce qu'est data, à quoi correspond BSS, à quoi correspond texte. Mais déjà d'un rapide coup d'œil, sans même encore une fois savoir dans le détail ce que ça fait, bah vous avez remarqué très certainement une chose, c'est qu'ici on avait donc nos instructions principales de notre programme qui étaient dans cette section texte. Donc a priori elle a un rôle, elle joue un rôle bien particulier. On voit que celle-ci, nous avons une donnée qu'on a directement écrite, d'accord, c'est-à-dire qu'on a ici une chaîne de caractères, d'accord, on a une constante. Et là, on voit qu'on a une donnée avec laquelle nous avons, alors ça c'est, enfin, je ne peux pas forcément vous le dire ça, parce qu'on ne l'a pas encore vu dans le détail, mais en gros, ici, on a une donnée, si vous voulez, qui est réservée. D'accord, on a réservé en fait une place, un emplacement mémoire, sans pour autant dire, bah voilà, on réserve, par exemple, enfin, pas qu'on réserve, mais en gros, on veut une chaîne ou on veut un caractère précis ou autre. Donc on va avoir comme ça des choses, en fait, entre données initialisées, données qui ne sont pas initialisées. Alors s'il y en a qui font du C ou autre, bah vous avez par exemple voilà, les données initialisées et vous avez des pointeurs, d'accord, qui ne sont pas forcément des données au départ, qui pointent sur quelque chose, ou en tout cas qui sont directement constants ou autres, voilà, qui peuvent pas faire parfaitement changer. Donc on va avoir comme ça voilà, des données constantes, des données variables, et forcément on va avoir différentes parties en mémoire pour pouvoir gérer tous ces types d'informations là. Mais on en parlera aussi plus tard, c'est encore tôt pour aborder ça dans le détail pour le moment. Donc on va y aller étape par étape, de toute façon il n'y a rien qui presse à ce niveau-là. Voilà pour cette partie. Place maintenant à quelques petites autres choses pour terminer cette séance. Je pense qu'on a fait de toute façon un peu le tour. Ce sont les commentaires. Les commentaires, on retrouve ça dans tous les langages de programmation. C'est une partie en fait au niveau de votre code qui ne sera tout simplement pas prise en compte. Le commentaire, il sert tout simplement aux développeurs. Et en langage d'assembleur, vous allez très certainement en utiliser beaucoup. Là où sur d'autres langages de programmation, je vous disais, et je vous donnais le conseil d'auto-documenter votre code, c'est-à-dire que par exemple, plutôt, alors attention, on va faire une petite aparté, voilà. Plutôt par exemple de dire, hop, je déclare une variable de type int en langage C, et puis je mets un commentaire pour dire que ça correspond, je sais pas moi, à l'âge de l'utilisateur, d'accord? Ce qui serait là pour le coup une très mauvaise conception. Voilà, on peut parfaitement faire ça comme ça, et si on aime bien mettre du français dans son code, on peut faire ça comme ça. Bref, peu importe le terme que vous utilisez, d'accord? Voilà. On auto-documente son code et ça évite d'avoir un commentaire ici pour le coup qui aurait pu être implicite, rien qu'avec le nom en fait choisi pour notre variable, d'accord? Le problème avec le langage assembleur, et enfin le problème c'est pas que c'est un problème, c'est qu'il est conçu comme ça, forcément, c'est que bon, voilà. Sans même que vous ayez forcément plein d'informations, vous comprenez que on a quand même des notations qui sont très raccourcies, d'accord? Sans même que vous sachiez ce qu'est une instruction, ce qu'elles font, on a quand même des mots en 3 lettres, en 4 lettres, donc forcément, on a ça, et puis ça, si je vous demandais qu'est-ce que ça veut dire en français, eh bien pas grand-chose. En tout cas, si on ne commande pas ça un minimum, voilà. Alors forcément, à force de pratique, vous saurez automatiquement, en voyant ce genre de ligne, vous dire « Ah oui, je sais ce que ça fait en réalité ». Mais parce que vous avez appris, d'accord, derrière ce que ça fait. Pour autant, si vous revenez après plus tard sur un code, si en plus vous travaillez sur plusieurs architectures différentes ou sur plusieurs supports, donc microprocesseurs ou microcontrôleurs différents, forcément passer d'un code à l'autre, des fois même si en soi la théorie on l'a, on est bien content d'avoir commenté notre code pour se dire ah oui, c'est en fait cette partie du code, c'est pour faire telle chose. Parce que peut-être que sur le moment on le sait, mais 6 mois plus tard, pas dit qu'on s'en souvienne, et surtout dans le détail, d'accord? Comme là par exemple, bon, c'est parce que c'était pour l'exemple, mais ce 13 au final, bon, mis comme ça, on ne sait pas du tout à quoi correspond le 13, d'accord? Sur le coup, je pourrais très bien reprendre ce code dans un an et me dire mais pourquoi j'ai mis un 13 ici? Et après, forcément, en lisant, en voyant que c'est les paramètres pour mon appel, me dire ah oui, c'était pour la longueur de la chaîne, d'accord? Mais c'est quand même pas évident, d'accord? D'un coup d'œil, c'est pas évident de le savoir. Pour cela, on peut utiliser des commentaires, et les commentaires en langage d'assembleur commencent par un point virgule, d'accord?
Alors il y a moyen de bricoler pour avoir des commentaires écrits sur plusieurs lignes, mais ce n'est pas l'idéal, donc je vous conseillerais au maximum de privilégier ces commentaires-là. Donc oui, si vous devez commenter par exemple ces 3 lignes, eh bien il faudra le faire de cette manière-là. Et si vous voulez faire ça proprement, vous pouvez aligner ça pareil, voilà, comme ceci, et là c'est magnifique. Voilà. Et là par exemple, vous pouvez dire que c'est votre gestionnaire de périphérique, en gros. Même pour un spécificateur, mais bon, peu importe. Ça va être par exemple pour de l'écriture. D'accord? Vous pouvez mettre comme ça vos petits commentaires. Et ça, c'est l'arrêt. Voilà. Et comme ça, vous pouvez commenter votre code. Bon, là, les commentaires ne sont pas spécialement utiles à ce niveau-là. Mais pourquoi pas? Simplement, par exemple, de se dire, bah, finalement, de quelle partie, de quelle bibliothèque de Windows appartient cette fonction, par exemple, pour pouvoir ensuite, au niveau de l'édition de liens, ajouter les bonnes bibliothèques qu'il faut. Parce que là, bon, on n'avait que kernel 32, mais on a aussi user 32 et on a GDI 32, qui sont les 3 principales que nous avons pour l'API Windows. Donc des fois, bah, ça, on n'a pas forcément tout en tête, et il y a des moments, bah, vous allez utiliser des fonctions qu'une seule fois un jour dans votre code, et bah, vous aurez besoin, voilà, des fois de mettre en commentaire que bon, bah, ça, en fait, ça vient de kernel 32, comme ça, automatiquement, avec votre éditeur de liens, vous saurez que, ah oui, il faut que j'ajoute cette bibliothèque, sinon l'édition de lien ne risque pas de fonctionner à ce niveau-là. Donc très pratique, les commentaires, et autant sur un langage généralement bien conçu dans un autre langage de programmation, on ne va pas s'amuser forcément à commenter ligne par ligne. Par contre, en langage d'assembleur, bah, si un jour vous regardez d'autres codes, etc., ne soyez pas étonné de voir limite un commentaire sur chacune des lignes du programme. Voilà, ce n'est pas du tout un problème à ce niveau-là. Alors est-ce que c'est utile de mettre forcément un commentaire ici? Bon, quand on est en train d'apprendre, si par exemple là vous êtes en train de prendre des notes, que vous avez recopié le code plus ou moins déjà de votre côté, etc., que vous voulez le commenter pour vous souvenir de ce que ça fait parce que vous êtes en train d'apprendre, c'est logique. Par contre, bon, quand on a voilà, un minimum d'expérience, qu'on a l'habitude de programmer en langage assembleur, je vous avouerai que commenter ça, voilà, d'accord, il n'y a plus tellement besoin. Par contre, même quand on a l'expérience, etc., bah, commenter ça, c'est pas mal. Parce que pareil, en fonction de l'architecture, en fonction de ce qui est utilisé au niveau du système, on va avoir par exemple un ordre quand on va faire appel à des fonctions qui va pas être le même. Un coup on va prendre les paramètres à l'envers, c'est-à-dire du dernier au premier, et dans certains cas ça va être du premier au dernier. Et c'est comme l'erreur est humaine et que l'humain n'est pas infaillible, on peut très bien à un moment donné se demander, bon alors, est-ce que ici en fait ça correspond au dernier paramètre ou le premier? On peut avoir un doute, donc à l'usage, enfin dès le départ en tout cas, le fait de l'écrire, de commenter, ça permet en fait de ne pas se tromper et d'être sûr. Voilà, on peut parfaitement commenter son code. Donc sans problème, vous pouvez commenter un peu n'importe où évidemment, et vous faites un code par ligne, un point virgule, et vous pouvez comme ça écrire vos commentaires. Donc ça bien sûr, n'hésitez pas à vous en servir, enfin tout de suite forcément vous n'allez pas beaucoup vous en servir puisqu'on va commencer doucement. Il faut savoir qu'en langage d'assembleur, il y a quand même une grosse partie théorique à aborder avant même que vous commenciez à créer vos programmes. C'est pour ça que vous voyez là je vous détaille pas mal de choses et vous ne va pas beaucoup programmer tout de suite. C'est pour ça que je voulais d'ailleurs vous mettre, que je vous avais présenté tous ces petits programmes dès le début de la formation, pour que vous ayez quand même matière sur lesquelles voilà, faire de l'analyse, faire du repérage, sur lesquels travailler un minimum. Vous n'allez pas forcément programmer, à moins peut-être de modifier un peu des programmes. Ça je pense qu'il y a certains à ce stade qui sont déjà capables de le faire. Par exemple de changer ce message-là et de se dire bon, il nous a expliqué, comme je vous ai expliqué, que plutôt ça en fait, on faisait correspondre la taille, le nombre de caractères ici. Bon, je pense qu'à ce stade, n'importe qui, si je vous demande d'afficher un autre message, même si vous ne comprenez pas tout ce code, vous êtes largement capable de le modifier pour afficher n'importe quel message. Il vous suffira de changer la chaîne là, en conséquence de changer la longueur que vous avez indiquée ici, et voilà. Alors après, il y aura peut-être d'autres erreurs qui pourraient survenir, mais en tout cas, de manière, on va dire, naïve ou de manière débutante, c'est comme ça qu'on ferait, et ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez déjà le faire. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à voir, et de toute façon, on va détailler tout ça par la suite. Donc les commentaires, encore une fois, très pratique à ce niveau-là. Il existe également une autre directive, alors ça c'est un cas particulier, je la présente parce que peut-être qu'il y a des moments où on l'utilisera, c'est par exemple quand on veut travailler avec un jeu d'instructions en particulier, mais comme je ne vous ai pas encore parlé de ce qu'étaient les instructions, donc je vais vous le présenter très rapidement, en fait, en résumant ça pour le moment, comme étant en fait une liste, si vous voulez, de... donc les instructions ce sont tous ces termes-là que vous voyez ici. Donc comprenez ça en fait, une liste de fonctionnalités, même si c'est pas forcément exact dit comme ça, mais je reste assez simple pour le moment, qui sont disponibles par rapport en fait au processeur par exemple que vous avez, d'accord, au modèle du processeur. Et on peut, donc par défaut en tout cas, votre programme, il a accès à l'intégralité en fait des instructions.
Même si par exemple vous avez un processeur base actuel, vous pouvez utiliser des instructions d'anciens modèles de processeurs, à condition bien sûr qu'elles soient compatibles. Mais tout ce qui est compatible en gros avec votre processeur, vous pouvez l'utiliser comme instruction. Mais on peut parfaitement, si on veut, manuellement, un petit peu comme on le fait ici avec cette directive bits, indiquer d'utiliser en fait un jeu d'instructions d'un processeur précis. Par exemple le Intel 8086, on peut parfaitement indiquer comme ceci, de n'avoir que de disponibles les instructions de ce processeur-là. Donc ça, c'est pas des numéros que je sors, des nombres que je sors au pif non plus, ça correspond en fait à des modèles de processeurs. Voilà, vous pouvez chercher les processeurs Intel, processeurs AMD, voilà, on a le 386, on a plein de modèles comme ça, en fonction bien sûr de leur date de sortie ou autre, qui ont donc un numéro qui correspond, et on peut parfaitement restreindre la disponibilité des instructions disponibles au niveau de notre programme. Donc ça, c'est une directive qu'on peut avoir à utiliser, ça peut être sympa de temps en temps, quand on veut se restreindre en fait à certaines parties. Donc je voulais vous la montrer pour cette séance. Qu'est-ce que je peux également terminer? On va peut-être terminer sur une autre partie, d'ailleurs, la seule chose finalement qu'on n'avait pas dans le code, en fait, est-ce qu'on avait sur... Non, Linux, on n'avait pas non plus, non, du tout, donc ça peut être pas mal de terminer avec ça. Surtout ce qui est macro. Alors les macros, et ça, pareil, si vous avez déjà programmé dans d'autres langages, on en a fait en C, on en a parlé un peu, bon, forcément en C++, c'est assez logique, mais on en a surtout parlé en langage C, c'est tout ce qui est partie préprocesseur. Donc là, encore une fois, ça concerne aussi NASM à ce niveau-là, puisque je vous ai dit que chaque assembleur propose sa syntaxe, d'accord, et a aussi ses propres fonctionnalités. C'est-à-dire qu'au niveau de la syntaxe, même si bon, les instructions, vous allez retrouver le système d'instructions sur n'importe quel assembleur, il y a certaines directives, d'accord, qui vont être propres, par exemple, à certains assembleurs. Alors il y en a qui s'accordent sur les mêmes termes, mais attention, il est possible qu'un jour vous travaillez sur un autre assembleur où les noms de directives ne sont pas du tout les mêmes. D'accord? Donc attention, ce n'est pas portable et ce n'est pas 100% compatible avec tous les assembleurs qui existent. N'oubliez pas que des assembleurs sont des programmes qui sont faits pour faire de l'assemblage, et forcément, chacun propose un petit peu ses fonctionnalités, ses fonctions même, tout simplement, ses raccourcis, et nous avons notamment donc toute la partie préprocesseur, c'est-à-dire ce qui va être fait avant l'assemblage, qui permet de faire tout un tas aussi d'opérations au niveau de notre programme. Sur NASM, c'est macro, donc on va surtout parler de macro ici, de préprocesseur. Et le préprocesseur, on en parlera dans le détail, j'en ai parlé un petit peu sur ma chaîne, mais si vous ne savez pas trop dans le détail, de toute façon, on aura bien l'occasion de reparler de tout ça dans le détail par la suite. On va les distinguer avec le caractère %. En macro, j'ai envie de dire la plus simple qu'on pourrait faire, c'est de créer en fait une macro de remplacement. Alors, généralement, quand on parle de macro en informatique, on parle tout simplement de définir un terme qui sera remplacé, ou toutes les occurrences de ce terme seront remplacées par un autre. Et cela s'opère non pas au moment de l'assemblage ici, ou dans d'autres langages de programmation, par exemple au moment de la compilation, mais avant. D'accord? Donc si je décide, via une macro qui s'appelle ici define, d'accord, de changer, je sais pas moi, de mettre par exemple hello. Donc vous voyez, j'utilise ici un terme, donc une étiquette en gros, c'est le même principe, par ça, je peux à ce moment-là utiliser cette macro-là. Alors pareil, les macros, dans certains langages de programmation, on a l'habitude de les mettre en majuscule. En langage d'assembleur, pardon, vous voyez, il n'y a pas d'obligation non plus, et de toute façon, il n'y a pas de norme, chacun voit comme il veut. Mais en faisant comme ceci, eh bien en fait, on a directement utilisé cette macro, d'accord, qui est définie avec cette instruction, en fait, define, cette directive define, qui est une macro. On dit que chaque endroit où on va rencontrer ce terme-là, hello, on va le remplacer par ceci. D'accord? Donc c'est très important. Donc là, pareil, si je refais un petit NASM, alors je recompile, parce que des fois je pourrais. Je veux dire, quand on enregistre, des fois on peut dire des bêtises qu'on ne fait pas attention. Les erreurs d'inattention vont vite. Donc je préfère vérifier là que je n'ai pas fait d'erreur, donc c'est bon. Et on va automatiquement avoir le remplacement qui est effectué. Alors il ne faut pas en abuser non plus, mais ça peut être pas mal pratique quand vous allez avoir par exemple quelque chose qui se répète, ou notamment une valeur ici. D'accord? Ou par exemple, je pourrais me dire, ça en fait, passer ça 13, c'est quand même pas pratique. Donc moi, ce que je vais faire, c'est une macro, define, de par exemple message length. Alors je mets un nom assez long, mais comme ça, moi je sais à quoi ça correspond. Et je remplace ça par 13. Ce qui fait qu'ici, j'ai plus qu'à faire ça. Donc là, mine de rien, on rajoute de la lisibilité au niveau de notre code. D'accord? Plutôt que d'avoir un 13 qui traîne en plein milieu, déjà en ayant ça, voilà, on comprend un peu plus ce que nous avons. Donc c'est une possibilité, on peut faire comme ça des macros. Ici, ça nous permet d'ailleurs de faire une constante à ce niveau-là. D'accord? On a un remplacement qui est fait avant même que le programme soit assemblé.
Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de faire des conversions bizarres, c'est juste du remplacement. D'accord? C'est que le préprocesseur de NASM, ici, et ben quand il va rencontrer ça, donc ce qu'il va faire, ben il va le remplacer par ça. Donc le code qui va être assemblé, en réalité, ce sera bien celui-là. Donc ça, il n'y aura plus tout ce qui est directive préprocesseur, elles ne seront plus dans le code. Et quand il va faire l'assemblage, ben il va assembler ça. D'accord? Il n'y aura plus l'existence de message lens. D'accord? Elle aura disparu cette macro. Il aura déjà effectué le remplacement. Voilà, c'est juste encore une fois pour le développeur que ça peut avoir un côté pratique. D'accord? On peut éventuellement créer des, alors c'est un cas un peu particulier, créer un petit peu des macros aussi avec notre symbole qui est assigné, on s'en sert aussi pour faire des constantes. D'accord? Je pourrais très bien remplacer ça par ça, et pareil, on verra un petit peu les différences d'usage plus tard. D'accord? C'est pas forcément très, on va dire, pertinent tout de suite, mais on pourrait parfaitement faire ce genre de choses-là. Et ce qu'on va retrouver plus souvent, je vais juste vous le montrer parce que c'est pareil, il faudra que je vous explique plus tard aussi comment ça fonctionne derrière, parce que c'est pas, il n'y a rien de magique, mais d'avoir en fait une autre façon, si on veut, d'avoir une constante. Une constante, pour ceux qui ne savent pas, c'est une valeur qui ne peut pas, une information qui ne va pas pouvoir changer, d'accord, de valeur. Et ici, a priori, tout au long de l'exécution de ce programme, il n'y a aucune raison que ce terme-là, enfin Hello World, c'est-à-dire que j'ai défini un texte qui ne va pas changer, d'accord, ce sera toujours ça, ce texte. Il n'y a pas de raison qu'un coup, ce texte, au départ, fasse 13 caractères, et puis que plus tard, il en fasse plus que 10, par exemple. On est d'accord que tant que vous ne changez pas ici la chaîne, sa longueur ne va pas changer non plus, d'accord, ce sera quelque chose de constant. Donc on pourrait parfaitement, ici, créer donc via une étiquette, donc pareil, hein, vous pouvez mettre voilà, les deux points si vous voulez, c'est vous qui voyez. Et ici, on va utiliser un cas particulier qui est le equal. Et ça, c'est pareil, je serai obligé de revenir en détail sur ce que c'est, comme au moment où je vous expliquerai à quoi ça correspond ce DB, etc., etc. Donc je vous donne juste le terme, sans vous expliquer forcément en détail ce que ça fait, parce qu'on verra ça plus tard. Et on peut ensuite indiquer, via un préfixe assez particulier qu'on retrouve à nouveau, qui est le $, et un tiret. Donc pareil, on peut tout coller, on peut mettre des espaces, parce que vous savez qu'au niveau du langage d'assembleur, vous avez vu que les espaces et tabulations, c'est pas un problème. Encore une fois, si je veux faire ça comme ça, c'est mal présenté, mais on peut le faire, ça marchera, ça posera pas de problème. Donc après, bien sûr, faites l'effort quand même de présenter votre code proprement, de ne pas tout mettre n'importe comment sur une ligne, ou je sais pas comment. Voilà, faites un minimum d'effort. Et ici, bah c'est en fait ma longueur de ça. Je crée une constante qui est égale, en fait, au nombre de caractères qu'on a ici. Donc c'est un cas un peu particulier, et ce qui fait qu'après, bah, on peut à nouveau faire ça. D'accord? Et là, pareil, pour être sûr de ne pas vous avoir dit de bêtises. Bon, il n'y a pas de bêtises, mais je veux dire, petite erreur d'attention, encore une fois, ça ne fait pas de mal. Voilà. On a le programme qui s'exécute aussi. Bon, on est passé cette fois par une constante pour la taille. Ok? Et cette constante est calculée en fonction de ce que nous avons là. C'est-à-dire qu'à tout moment, bah, si je fais ça, vous voyez, je ne suis plus obligé de compter le nombre de caractères puisqu'elle va être calculée en fonction de celle-ci. Par contre, une fois que cette constante est définie, elle est déclarée, c'est terminé. Sa taille ne va plus, sa valeur ne changera plus. Ce sont des constantes. Et là, pareil, on réassemble, on édite, on réexécute le programme et ça fonctionne sans problème. D'accord? C'est déjà un peu plus dynamique qu'au tout départ, hein, dans la séance précédente, où on mettait la valeur en dur, là, 13 caractères par rapport à ça. Voilà, donc on a plusieurs manières de faire. Alors pour tout ce qui était macro, d'accord, ça y est, les caractères, les valeurs qui commencent par ça, c'est comme en langage C, par exemple, pour ceux qui en ont fait, on a très vite possibilité de faire tout et n'importe quoi. Donc généralement, et vous l'avez vu en C, on n'a pas abordé ce genre de choses au tout début du cours. J'ai laissé pas mal de séances, on a abordé énormément de choses avant d'avoir une vidéo sur le préprocesseur. Et encore, je suis resté sur des choses assez, on va dire, standards, assez simples. Parce qu'encore une fois, c'est tout un monde, hein, voilà, le préprocessing, c'est toute une grosse partie qu'on peut retrouver ici en programmation. Et généralement, bah, les gens qui sont les néophytes, tout ça, ont tendance à faire un peu n'importe quoi avec ça, parce qu'ils ne savent pas forcément l'utilité que ça a. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi non plus avec ça. Et il faut, bah, voilà, au maximum, en tout cas, quand on peut s'en passer, s'en passer. D'autant que dans ce cas-là, ça concerne, je vous dis, cet assembleur NASM. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément compatible et portable, et en tout cas reconnu par les autres assembleurs. Là où par contre, quand on travaille après avec des instructions particulières, forcément on va avoir une certaine compatibilité avec d'autres outils. D'accord? Donc pour les macros, on verra. Alors on verra également comment créer nos propres macros. On pourra tout à fait faire nos propres macros. On verra éventuellement comment faire de la macro en fait, comment dire, qui est conditionnelle. Donc ça, on aura peut-être besoin de s'en servir dans certains cas, on verra. Il y a sûrement des exemples où j'aurai l'utilité de vous le montrer, comment on peut faire ça.
et on verra aussi comment travailler avec plusieurs fichiers. Et dans ce cas-là, on utilisera une petite macro, ici une petite directive qui est include. Et on pourra par exemple ajouter un autre fichier en langage d'assembleur si on veut. D'accord. Donc ça, si vous programmez dans d'autres langages, généralement vous ne travaillez pas forcément qu'avec un seul fichier, surtout quand vous commencez à avoir un programme conséquent. Donc bien sûr, le langage d'assembleur ne fait pas exception à la règle. Voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait évidemment continuer à aborder pas mal de choses. Mais le but de cette séance, encore une fois, c'était de vous détailler un petit peu ça. C'est-à-dire qu'au départ, je vous ai présenté différents codes que j'ai commentés. Forcément, c'était tout nouveau pour la grande majorité d'entre vous. Et petit à petit, on commence à expliquer. Alors, cette ligne qui a été ajoutée, en fait, voilà, c'est une directive, etc., etc. Et pour certaines parties, comme ce data, BSS, move, call, etc., on abordera tout ça dans le détail plus tard aussi, puisqu'il y a beaucoup à en dire et les prochaines séances vont faire un peu le tour de tout ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer ici. Donc on va en rester là, et bien sûr, si vous avez des questions, et je pense qu'il y en aura pas mal aussi, n'hésitez pas pour cette partie-là. On va avoir comme ça pas mal de vidéos, mine de rien, on va faire un peu le tour sur des notions théoriques qui sont très importantes et qui sont très souvent malheureusement négligées, surtout sur un langage comme celui-là. Et le problème c'est qu'après quand on n'a pas la théorie, quand il faut commencer à faire ses programmes, et là on patauge et on fait des trucs un petit peu au pif, sans savoir vraiment ce qu'on fait, ou alors on copie des tutos sur internet ou des codes pris sur internet sur des forums, et c'est pas comme ça en tout cas pour moi qu'on apprend les choses, et c'est pas comme ça que je compte vous enseigner les choses, et que je n'ai de toute façon jamais comptez vous enseigner les choses de cette manière. Donc le but c'est de comprendre ce que vous faites, et si vous ne comprenez pas, il faut avoir la partie théorique qui vous aidera à comprendre pour pouvoir en fait assimiler ce qui vous manque, et c'est comme ça qu'on progresse et qu'on avance un petit peu là-dedans. Voilà, je vous laisse avec cette fin de vidéo, de fin de séance. S'il y a des questions, n'hésitez pas, on se retrouve la prochaine fois pour d'autres choses. Encore une fois, ce ne sont pas forcément les vidéos où on va beaucoup pratiquer, beaucoup faire du code et tout ça, mais c'est super important, il ne faut surtout pas négliger et passer en diagonale ces vidéos-là. C'est très important pour la suite et ça vous servira énormément, ça vous fera gagner un temps monstrueux pour la suite aussi. Et ça, je sais que ça fait plaisir à beaucoup de gens. Donc on y pense et surtout on ne néglige pas toute cette partie-là. A bientôt pour la suite de cette formation au langage d'assembleur. Ciao!